bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Abdelmalik. Bonsoir. Comment ça va hein? Ça va merveilleusement bien. Oui, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Globe-trotteur international. Ben, on ne va pas se plaindre non plus, oui. mais on doit toujours faire en sorte que ça aille. C'est important, ça. Merci en tout cas d'être là avec nous. Au saut de l'avion, vous avez de la Guadeloupe pour faire la promotion de Fursi. Oui, Fursi Né Libre. Né Libre. Fursi Né Libre. Et c'est vrai que la précision Né Libre est importante. Moi, Abdelmalik, on se le disait avant, je vous ai connu comme rappeur. Vous êtes encore rappeur. Bien sûr, bien et à l'époque, c'était lors de la sortie de Gibraltar. Ouais. Vous faites du rap. Ouais. Vous êtes de Strasbourg, Ouais. du Neuhof. Exactement. On ne va pas dire le ghetto, mais la cité. Ouais. Et le rap est dans vos gènes, mais l'écriture est dans vos gènes, la culture est dans vos gènes. Et puis du rap, là, maintenant, la réalisation. Ce n'est pas votre premier film. C'est mon deuxième film et Oui. j'ai réalisé 2 séries aussi. D'accord. Non, mais ce qui est le lien entre tout ça, finalement, et de la littérature aussi, on peut en parler si vous Oui, voulez. la littérature aussi. Mais Oui. le lien, c'est la poésie. Oui. En fait, pour moi, c'est le lien de tout ça. C'est ce qui fait que toutes ces disciplines, pour moi, elles sont naturelles. Oui. Et c'est des disciplines que j'avais envie d'explorer et que j'explore finalement depuis toujours. Mais dans le rap, vous n'êtes pas un rappeur juste à parler juste de la vie à la cité. Vous êtes un rappeur. Quand vous écrivez Gibraltar, c'est l'histoire du monde que vous écrivez. C'est les migrants que vous écrivez. Ouais, ouais, ouais. C'est l'autre, c'est l'altérité que vous décrivez. Et finalement, ça vous suit, ça, non ? Oui, mais encore une fois, le rappeur ne vit pas à la périphérie du monde. Je veux dire, on est traversé par les mêmes problématiques. Oui. Et ensuite, il y a des personnalités différentes, forcément, fatalement, j'ai envie de dire. Mais vous êtes un poète. En tout cas, voilà, la poésie, c'est mon moteur. Et l'altérité, finalement, parler de l'autre, c'est parler de soi, en réalité. Et d'ailleurs, au Neuhof à Strasbourg, vous étiez membre, vous avez fondé le New African Poets. Ouais. Voilà, ouais, complètement. Et vous êtes aussi philosophe. Vous avez écrit, vous le disiez, et vous avez notamment écrit sur Camus. Ouais. J'ai vu une interview où je ne savais pas ça de vous. C'est quelqu'un que vous avez découvert, notamment à travers un livre dont on parle peu, L'envers et l'endroit, qui vous a, j'ai l'impression que ça vous a structuré. Ouais, L'envers et l'endroit, c'est un livre de jeunesse de Camus. Il a écrit à 23 ans. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a les différentes histoires qu'il raconte, mais aussi 20 ans après, il a fait une préface à cet ouvrage. Et du coup, on a Camus dans son entièreté. On a le jeune Camus et puis on a dans la préface le Camus qu'on connaît. Et pour moi, ça, d'une certaine manière, ça a été une sorte de viatique dans mon existence, quelque chose qui m'a aidé à la fois dans la forme, qu'est-ce qu'être artiste, formellement parlant, j'ai envie de dire, mais aussi d'un point de vue tout simplement de moi en tant qu'individu, comment c'est quoi être un artiste en tant qu'individu. Et donc voilà, donc j'ai parlé de ça, j'ai écrit autour de ça. Oui. Et donc, un artiste, c'est quoi être un artiste ? Un artiste, c'est quelqu'un qui raconte le monde. Un artiste, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire. Un artiste, c'est quelqu'un, quand vous faites la réalisation de Fursi Né Libre, adapté de l'œuvre de Mohamed Aissaoui, pardon, je vais y arriver, l'affaire de l'esclave Fursi, vous racontez une histoire qui a une valeur universelle. Il faut dire qui est Fursi. En fait, pour vous raconter son histoire, c'est celle qui est racontée dans le livre et c'est celle que je raconte dans le film. On est au 19e siècle, on est sur l'île de la Réunion. Oui. Fursi est esclave, en tout cas considéré comme esclave. Il a appris à lire en cachette, parce qu'évidemment, les esclaves ne lisent pas. Oui. Il a appris à lire et à écrire en cachette. Et quand sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait des documents. Oui. Et parmi ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Elle était libre, mais elle était sur la plantation. Elle était sur la plantation, elle était libre. Donc, si elle était libre, lui est libre. Oui. Donc, il prend les documents, il va au tribunal, il porte plainte contre son maître et commence 27 ans, 30 ans de galère, quoi. Et c'est cette histoire de combat, mais où c'est pas, comment dire, c'est pas divulgaché que de dire qu'il aura gain de cause. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin. Comment il a gain de cause, comment ça se passe en fait. Et pour moi, c'est une histoire importante parce que, évidemment, ça se passe sur l'île de la Réunion, mais surtout, ça nous raconte, ça nous dit qu'à un moment donné, collectivement, on doit être capable de regarder notre histoire en face, même la plus sombre en fait. Oui. Parce que si on a envie véritablement de déposer nos sacs de douleur à un moment, si on a envie véritablement à un moment donné de faire concrètement, réellement, essentiellement peuple, essentiellement nation, essentiellement France, eh ben, on doit être capable de regarder finalement cette histoire droit dans les yeux. La France, elle est composée de différents peuples. Je sais pas moi, le peuple basque, le peuple alsacien, le peuple breton, antillais, martiniquais, guadeloupéen, réunionnais. Et c'est fondamental que la communauté nationale, donc qui est composée de ces différents peuples, connaisse toutes ces histoires. Parce que précisément, c'est en se connaissant que précisément on pourra créer de l'harmonie. C'est précisément dans cette démarche-là qu'on pourra travailler à une vraie réconciliation. Sinon, c'est impossible. Et la première des choses, c'est
raconter ces histoires-là. Et nous autres artistes, comme on travaille les imaginaires, on va directement, frontalement dans ces sujets-là, et ben, d'une certaine manière, on participe à cette guérison, j'ai envie de dire. Oui, en tout cas, votre combat, c'est l'amour. Je vous ai entendu dire aussi, oui, je crois au monde du bisounours, j'assume ça. Bien sûr. Il faut de l'amour, il faut de la cohésion, il faut de l'harmonie. Mais oui, parce que quand on dit amour, évidemment, bisounours, cucu, les petits oiseaux, etc. Mais j'ai envie de dire, le premier amour, eh ben, finalement, c'est l'amour propre. Si on s'aime véritablement, si on s'estime véritablement, alors on pourra estimer l'autre et aimer l'autre. Mais c'est un cheminement, c'est une démarche. Surtout que globalement, en fait, parce que certains ne veulent pas voir cette histoire-là. L'histoire de la France, c'est l'histoire de la colonisation. C'est l'histoire de l'esclavage. C'est une histoire qui a été regardée en face en 2001 grâce à la loi Taubira qui dit c'est un crime contre l'humanité. Il y a des gens qui ne veulent pas voir que la diversité française, finalement, est résultante de cela. Bien sûr. Mais vous dites qu'il faut la regarder, cette histoire. Mais il faut la regarder parce que, vous voyez, parler de ça, c'est aussi parler d'un trauma. C'est aussi parler essentiellement d'ailleurs. Bien sûr, essentiellement d'un trauma, quelque chose qui circule. C'est aussi parler du fait qu'il y a aussi une accointance entre des pensées, par exemple, le capitalisme, l'esclavagisme. On peut voir les passerelles, on peut voir le lien, et on peut voir à quel point aujourd'hui on en retrouve des conséquences profondes. Et ça, si vous voulez, quand on se rend compte de ça, et ça nous permet aussi de comprendre une autre dynamique. C'est que ce n'est pas une histoire de confrontation des Noirs face aux Blancs. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur ce sujet, je me suis rendu compte que quand on regardait au-delà de la partie émergée de l'iceberg, où on voit la partie ethnique, etc., et ben, en dessous, on se rend compte que c'est la vieille dynamique de la lutte des classes. Finalement, c'est les puissants qui veulent... Exactement. Et à ce moment-là, en fait, on comprend que ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Mais pour ça... il y a tout un cheminement. Et d'abord, un cheminement individuel de gens qui transportent ça, j'ai envie de dire, de tous les côtés. On se retrouve face à des gens, par exemple, qui ont dans leur sang, en même temps, une descendance d'esclaves et en même temps d'esclavagistes. Alors, comment on fait? C'est pour ça que quand je parle de réconciliation, c'est d'abord se réconcilier soi et soi-même pour précisément ensuite pouvoir se réconcilier avec l'autre. Est-ce que, parce que vous êtes français, vous avez grandi à Strasbourg, d'origine africaine, on peut le dire. Cette histoire est particulière, ça se passe sur l'île de Bourbon au 19e siècle. 27 ans de combat. J'imagine que vous avez des amis antillais, il y a des rappeurs antillais, mais cette histoire-là, vous vous êtes intéressé à cette histoire-là, vous ne la connaissiez pas. Je ne la connaissais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ce qui se passe à Bourbon se passe de façon plus ou moins parallèle en Martinique, en Guadeloupe, avant et après l'abolition. Qu'est-ce que ça vous en Guyane aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais en fait, au-delà de ce que ça m'inspire, c'est de dire pourquoi pourquoi ça m'intéresse, pourquoi je vais... Ben, tout simplement parce que je suis un homme noir. Et être noir dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas anodin. Ça veut dire quelque chose d'être noir. Et il y a quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et qu'on doit travailler profondément, c'est la solidarité noire. La solidarité noire, comme disait Aimé Césaire, ce n'est pas un repli. C'est noir, mais comme un département de l'humanité. C'est de dire qu'à un moment donné, on doit avoir la considération qu'à n'importe quel autre groupe ethnique, précisément parce que ces différents groupes ethniques forment la seule race humaine. Bien sûr. Quelle est l'ethnie la plus stigmatisée, l'ethnie la plus invisibilisée, etc., ostracisée. Ce sont les Noirs. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre une histoire qui est une histoire symbolique, et que finalement cette histoire qui se passe sur l'île Bourbon, sur la Réunion, en réalité, c'est une histoire France, en réalité, c'est une histoire Europe, et en réalité, c'est une histoire monde. D'ailleurs, il est drôle de voir que au moment où on parle de cette histoire de Furcy, donc né libre, eh bien, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Dire aussi qu'il y aura une avant-première le 11 décembre à Madiana, et le film va sortir le 12 décembre, avant l'Hexagone. Complètement. En fait, l'idée, c'est que le film est déjà sorti à La Réunion le 3 décembre, donc j'y étais. Ensuite, il va sortir Guadeloupe, Martinique et Guyane, ça va être le 12 décembre. Et ensuite, il sortira en France hexagonale le 14 janvier. Mon idée, c'était normal, c'est-à-dire d'amener d'abord, en priorité, j'ai envie de dire, à l'endroit où ça concerne les gens, j'ai envie de dire, dans le cœur. Et c'était fondamental. En réalité, c'était une condition sine qua non. Ça n'aurait pas pu être. Et c'était facile d'intéresser à la production de ce film? En fait... C'est des histoires... On a dit, Furcy, c'est un personnage universel. Est-ce qu'il est moderne, d'ailleurs, pour vous? Il est profondément moderne. J'ai envie de dire quelqu'un qui aurait pu être marron, qui aurait pu choisir la violence, décide de se baser sur le droit, sur la justice, et finalement prendre l'arme du colon et de la retourner contre lui. Et c'est aussi un plaidoyer pour la culture et le savoir, que vous faisiez déjà avec Camus, d'ailleurs. Parce qu'en réalité, la première fois que je lis le livre de Mohamed Aïssaoui, je me dis, mais en fait, Furcy, c'est moi. Si je n'avais pas su lire et écrire, si je n'avais pas eu ces enseignants merveilleux qui m'ont
eh ben, en fait, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Oui, oui. Et donc, d'une certaine manière, raconter l'histoire de Furcy, c'est aussi raconter la possibilité de chaque être de transcender sa condition par le canal du savoir et de la connaissance. Donc, ma question, c'était, est-ce que c'est facile de trouver du financement avec notamment Makita Sambani, Girardot, Vincent McCain, Romain Duris. Oui, Romain Duris, il y a une belle distribution. C'était facile de financer ce film? En fait, d'abord, il faut savoir que n'importe quel film, qu'importe le sujet, c'est difficile de financer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais une idée tellement précise de ce que je voulais faire. Et puis quand même, nous sommes en 2025. Il y a eu le film de Simon Moutaïrou, très beau film, Ni chaîne ni maître, qui est sorti l'année dernière. Oui. Et qui n'a pas eu l'écho médiatique qu'on aurait voulu. Hein. Mais il a existé, et c'est un film important aussi de mon point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de deux films sur une problématique, j'ai envie de dire, qui est fondamentale dans l'histoire de France. Bien sûr. Et on doit raconter, on doit donc... Entre ce vide qu'il y avait, que j'ai voulu, en toute humilité, bien sûr, combler, et le fait de se dire aussi qu'on vivait un momentum. Moi, au moment où je commence à travailler sur ce projet, c'est la mort de George Floyd, c'est l'affaire Adama Traoré. Il se passe différentes choses où c'est important à un moment donné de se dire, voilà, on doit raconter ces histoires-là. Comme je vous ai dit, je vous le dis, être noir, ça veut dire quelque chose d'un point de vue... j'ai envie de dire mondial. Universel. Donc il y avait cette idée de raconter d'un point de vue France cette histoire-là, et elle parle de toutes et de tous finalement. Donc là on est sur Furcy Nelly, mais on sent qu'il y aura d'autres épisodes et d'autres histoires comme celle de Furcy. Bien sûr. Qui sont déjà en cours à mon avis. Ouais, l'idée c'est ça. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que, on l'a dit pour Ni chaîne ni maître, mais en tout cas travaillons à faire de ce film un succès pour que précisément on puisse continuer à explorer, continuer à travailler à la guérison. En tout cas, ça sort donc sur les écrans ici le 12 décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdel Malik. Merci de m'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.